tendance d'observer en quoi la montée des autocrates de par le monde met en danger le processus démocratique qui paraissait inéluctable au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et dans les débuts de ce XXIe siècle. De fait, il semble en effet que le modèle démocratique ne fasse plus rêver comme par le passé, après la Deuxième Guerre mondiale notamment, et le système démocratique est regardé actuellement comme très estampillé de la culture occidentale. Et donc il est perçu dans ce prisme comme le rappel des anciens impérialismes, pour ne pas dire des anciens colonialismes. Cela entraîne inévitablement, bien sûr, nous le savons, des contestations, des critiques, des remises en cause qui vont jusqu'à revenir sur des droits qui nous paraissaient comme fondamentaux. Et dès lors se pose la question, la crise de la démocratie est-elle le fait de sa remise en cause par les régimes autocrates seulement, ou bien y a-t-il une crise qui serait inhérente au principe même de démocratie? Par ailleurs, nous parlons parfois de régime autocrate, parfois nous parlons de régime totalitaire, parfois nous parlons de société illibérale. Comment qualifier les régimes qui se mettent en place en concurrence un peu partout avec nos systèmes démocratiques, et ces systèmes venant aussi bousculer, il faut bien le reconnaître, notre propre société avec la montée de mouvements populistes qui sont de plus en plus nombreux et qui revendiquent la promotion de régimes radicaux. Alors face à tous ces mouvements, se pose aussi pour nous la question comment la parole du Christ dans les évangiles à laquelle nous nous référons, comment nous amène-t-elle à avoir une vision optimiste de la démocratie? Comment nous situer par rapport à ce débat? Le christianisme, c'est une question aussi pour nous, a des liens particuliers avec les valeurs démocratiques. Et en même temps, nous savons que dans nos sociétés, souvent le christianisme a été plutôt du côté des plus forts. À ce qu'on a appelé au XIXe siècle en France la loi du sabre et du bouclier. Donc, en d'autres termes, du point de vue de l'éthique chrétienne, comment nous devons nous situer dans cette confrontation entre les valeurs démocratiques et les valeurs prônées par des régimes autoritaires et qui semblent envahir aussi notre espace actuellement. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Alors, premier point, je voudrais d'abord vous parler de la montée de ce que je vais qualifier des anocraties. Je vais revenir sur ce terme, les anocraties de par le monde. Il y a près de 35 ans en arrière, on s'en rappelle tous, avec en particulier la chute du mur de Berlin, après l'automne de 1989, le triomphe de la démocratie semblait réellement indiscutable. Aujourd'hui, le discours euphorique de l'époque est devenu plutôt obsolète. La démocratie n'a pas tenu toutes ses promesses, et il faut le reconnaître, les interventions en Afghanistan, en Irak, après le 11 septembre 2001, ont révélé une sorte d'instrumentalisation de la démocratie afin de satisfaire des intérêts impérialistes peu avoués. Et donc, du coup, le centre du monde semble se déporter insensiblement vers une Chine dont l'influence est grandissante auprès, nous savons, de la Russie, de l'Inde, de la Turquie, d'une partie de l'Afrique, d'une grande partie aussi de l'Amérique latine, ce qui ne favorise pas, bien sûr, la démocratisation du monde. C'est ce que l'on qualifie aujourd'hui, non plus de tiers-monde, mais c'est ce qu'on qualifie de sud-global. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression. Et plus grave encore, à l'intérieur de nos propres sociétés occidentales, la démocratie est minée par des extrêmes, par l'abstentionnisme aussi chronique au cours des élections,
ou encore par le manque de confiance des citoyens dans leur classe politique. Donc, quel mal ronge la démocratie? Faut-il prendre acte d'une crise de la démocratie en ne l'envisageant que sous l'angle d'une réalité d'un monde occidental lui-même considéré comme décadent? Posons-nous toutes ces questions. Alors, par simplification, il est souvent d'usage d'opposer au concept de démocratie celui d'autocratie ou de dictature. Si l'on reprend la définition de l'autocratie, il s'agit de régime politique dans lequel le dirigeant tire son pouvoir et sa légitimité de lui-même, son autorité ne connaît aucun contre-pouvoir, suivez mon regard de ce qui se passe actuellement en Russie, et cela, eh bien, l'autocratie montre qu'elle est une forme de totalitarisme qui découle d'un pouvoir personnel, absolu. Cependant, une autocratie, ou si l'on préfère une non-démocratie, peut cacher différents types d'organisations politiques et de mainmise sur le pouvoir. À ce titre, je vais donc m'appuyer sur des travaux qui ont été donnés par Isabelle Mongros et Julien Théron dans un livre qui s'appelle « Le pacte des autocrates » et sur des travaux aussi d'Enzo Di Nuccio, qui a donné un ouvrage tout à fait intéressant, « Pourquoi les humanités sauveront la démocratie ». Et à partir de ces deux ouvrages, donc, Le pacte des autocrates et Pourquoi les humanités sauveront la démocratie, je distinguerai trois types d'autocratie. Le premier type d'autocratie correspond à un régime que l'on pourrait qualifier de militaire. La volonté des dirigeants est alors de maximiser les intérêts de l'armée, son unité, sa stabilité. La prise du pouvoir par l'armée intervient souvent dès lors que ses intérêts privilégiés sont remis en cause. Et contrairement aux autres formes d'autocratie, un régime militaire donne exclusivement le pouvoir à l'armée. Alors, on peut penser par exemple à ce qui se passe en Algérie depuis son indépendance, et plus particulièrement depuis les années 1990, rappelez-vous, avec l'éradication du GIA et donc des revendications islamistes de l'époque qui découlaient de tout cela. Donc, régime militaire pour parler d'autocratie. Ensuite, un deuxième type d'autocratie concerne les régimes dits personnalistes. Ils dépendent de ces régimes souvent d'une faction ou d'un homme, d'où la menace perpétuelle de remise en cause du régime par d'autres factions. Les dirigeants n'ont alors pas d'autre choix que d'éliminer leurs rivaux dans une perspective qu'on pourrait qualifier de machiavélique, cause principale de remous majeurs à la fois des anciens dirigeants destitués et des nouveaux dirigeants qui veulent prendre la place. Et donc, en général, à la survie d'un tel type de régime, on sait bien qu'il n'y a pas tellement de perspectives. On pense par exemple à ce qui s'est passé en Libye, après la chute de Kadhafi. On voit que ce régime a du mal à repartir, et on peut s'interroger sur ce qui se passerait en Russie si demain, M. Vladimir Poutine venait à disparaître. Enfin, on a un troisième type d'autocratie, c'est celui du régime à parti unique. Ce régime-là s'inscrit dans une logique d'absolue idéologie, car l'avenir du pays dépend essentiellement de la bonne tenue du parti. Et contrairement aux deux régimes précédents, la légitimité politique provient essentiellement des performances du parti au pouvoir, mais aussi de sa capacité d'étouffement de toute forme de contestation. Alors, bien sûr, on a des exemples concrets. On peut penser à la Chine, le parti communiste au pouvoir. On peut penser d'une certaine façon à la Russie, même si c'est plus le parti communiste de l'époque, mais c'est le parti de M. Poutine. On peut penser aussi, sous des formes apparemment démocratiques, à ce qui se passe en Turquie, avec le parti d'Erdogan, ou ce qui se passe aussi en Inde, avec le parti hindou de M. Modi.
Et donc, on s'aperçoit que même dans ces pays où, soi-disant, on est en démocratie parce qu'il y a des élections, eh bien, en réalité, les oppositions sont très surveillées, les élections sont souvent truquées, et donc, en réalité, c'est la prise du pouvoir par le parti unique. Et puis, dans cette troisième catégorie du parti unique, on pourrait aussi y intégrer les partis de type religieux. On pense à ce qui se passe en Iran actuellement, ou ce qui se passe aussi en Afghanistan. Dès lors, en réalité, et je suis sûr que vous le pensez déjà, on ne peut pas totalement segmenter, parce que les trois aspects que je viens d'évoquer ne sont pas nécessairement à différencier les uns des autres. On peut les retrouver de manière tout à fait mélangée. Et donc, je parlais de l'Inde ou de la Turquie. On pourrait aussi, excusez-moi du peu, mais s'interroger sur la démocratie actuellement aux États-Unis, où les élections deviennent sujettes à caution. Il y a une ère du soupçon, selon les perdants des élections, avec surtout ce phénomène des fake news sur les réseaux sociaux, ou encore aussi dans leur mode de nomination des 9 juges de la Cour suprême qui sont nommés à vie. Jusqu'à leur mort, ils sont là, et donc ils sont nommés selon le bon vouloir de chaque président en place. Et on a malheureusement vu ce que ça a donné du temps de la présidence de Trump. En même temps, dans les pays démocratiques tels que les nôtres, je parle de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, nous avons vu la montée de l'extrême droite ces derniers temps, l'Angleterre, la montée des extrêmes, autant à gauche qu'à droite, laisse présager des risques de remise en cause de la démocratie. C'est pourquoi, plutôt que de me fixer uniquement sur les autocraties, je préfère évoquer les anocraties. Alors, qu'est-ce que j'entends par anocratie? Nous avons le préfixe le privatif du grec ancien an, et le mot grec kratos, pouvoir, que l'on peut traduire par régime politique qui n'est ni pleinement démocratique et qui n'est ni pleinement autocratique. Et donc, qui est un peu, on pourrait dire, entre les deux. Eh bien, selon moi, ce terme d'anocratie concerne non seulement tous ces pays que je viens d'évoquer à travers de cette triple typologie, mais concerne aussi un petit peu les tendances actuelles dans nos démocraties, où l'on a des élus politiques qui finalement remettent en cause la démocratie du point de vue représentatif et veulent opposer la démocratie représentative à ce qu'ils appellent la loi dite du peuple. Voilà. Donc, premier point, entendons cette définition de l'anocratie, qui est un peu quelque chose qui est en train de se diffuser un peu partout de par le monde. J'en arrive alors à mon deuxième point. Quelles sont les valeurs véhiculées par ces anocraties? Il est incontestable qu'actuellement, les systèmes autoritaires de toutes les régions du monde semblent de plus en plus travailler ensemble afin de consolider leur pouvoir et accélérer leurs attaques contre la démocratie et surtout contre ce qu'on appelle les droits de l'homme. Donc les droits politiques, les libertés civiles ont décliné dans le monde au cours de ces 15 dernières années, ce qui laisse entrevoir la possibilité que l'anocratie, en tant que système, pourrait peu à peu supplanter la démocratie en tant que modèle de gouvernance guidant les normes internationales de comportement. Rappelons-nous à cet effet, mes amis, le qualificatif d'illibéral que Viktor Orban, le Premier ministre nationaliste hongrois, affirme en revendiquer. C'était lors d'un discours en Suisse en 2014. Et parmi les leaders populistes européens, il a été le premier à oser l'emploi de ce concept. Et aujourd'hui, on sait que Mme Meloni n'est pas très loin de ce type
de réflexion et de conception pour exercer son pouvoir, notamment en Italie. De fait, en tout cas, ces régimes anocratiques ont en commun de se présenter comme une réponse nationale, anti-universaliste, souvent virile, guerrière, face au système démocratique qui sont alors qualifiés de cosmopolites, d'efféminés et de corrompus. Et même si la population de certains de ces pays peut parfois voter, l'équilibre des pouvoirs et l'état de droit n'existent pas ou n'existent plus. Ces régimes anocratiques ont ainsi en commun de se penser comme une réponse nationale, radicale, face à la démocratie libérale, coupable selon eux d'avoir détruit la nation comme entité organique. Alors de ce point de vue, une comparaison entre la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran est tout à fait éclairante. Les différences y sont évidentes, mais il y a aussi bien des points communs. Ainsi, malgré leur spécificité, ces régimes apparaissent comme des idéotypes pour les antidémocrates frustrés, ceux de toute une génération fascinée par les pouvoirs liberticides. Et par exemple, géographiquement limitrophes, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran ont des histoires imbriquées, nous le savons, mais pas seulement à cause des guerres mutuelles qu'elles ont eues entre elles, ces nations, mais au cours du XXe siècle, ces pays ont connu des modernisations autoritaires et se sont organisés entre eux. Ainsi, ces régimes ont en commun aujourd'hui une volonté de revanche vis-à-vis de l'Occident et de retrouver leur rang dans l'histoire. Par exemple, la Chine, la Russie, comme la Turquie d'ailleurs, ont notamment la nostalgie de leurs empires passés et rêvent de constituer ou de reconstituer leur zone d'influence. Pensons par exemple à la Chine, avec sa fameuse route de la soie, qu'elle cherche à reconstituer au cours de ce XXIe siècle. Par ailleurs, les régimes autoritaires en Chine, en Russie et ailleurs ont acquis plus de pouvoir dans le système international, il faut le savoir, et les pays libres ont vu leurs normes démocratiques établies remises en question et fracturées. La prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, par exemple, a mis fin, nous savons, à de fragiles expériences de régime civil et a entraîné catastrophe, le piétinement du fonctionnement des libertés les plus élémentaires, et ce surtout pour les femmes dans leur déplacement, pour les femmes dans leur mode de vie, pour les femmes dans leur droit à l'éducation, et cela avec la bénédiction plus ou moins avouée des grands pays que l'on qualifie d'anocratiques. Au total, mes amis, écoutez bien, ce sont près de 60 pays qui ont subi une baisse inquiétante des droits politiques et des libertés civiles au cours des années 2022-2023. Je ne vous parle pas d'il y a 10 ans ou 15 ans. 2022-2023, 60 pays de par le monde ont vu les libertés peu à peu disparaître. Et à ce jour de 2024, quelques 38% de la population mondiale vit dans des pays classés comme non libres, ce qui représente la proportion la plus élevée depuis 1997. Seules 2 personnes sur 10 dans le monde d'aujourd'hui, dont nous faisons encore partie, heureusement, vivent dans des pays caractérisés comme libres. 2 personnes sur 10. C'est énorme. Et une grande partie du monde vit entre les deux, dans des régimes apparemment libres, mais dont la réalité reste très discutable, comme en Turquie, comme en Inde, etc. D'où ce concept d'anocratie qui me semble pertinent pour décrire cette évolution funeste du monde. De sorte que la démocratie est en réel danger un peu partout, cela induit comme principale conséquence
que les dirigeants autoritaires collaborent de plus en plus entre eux pour répandre de nouvelles formes de répression et repousser les expériences démocratiques. Par exemple, les émissaires chinois et russes auprès des Nations Unies ont œuvré pour édulcorer la réponse internationale au coup d'État militaire au Soudan. Il faut le savoir. Par exemple, les gouvernements de la Russie, de la Chine, de la Turquie ont soutenu économiquement le régime de Maduro au Venezuela, compensant les sanctions imposées par les démocraties pour ces élections truquées et la répression de l'opposition. On pourrait aussi parler du Kremlin, qui a continué de soutenir la dictature de Loukachenko en Biélorussie, depuis qu'il avait perdu en réalité ses élections en 2020 et que par des systèmes très frauduleux, il s'est maintenu au pouvoir. On pourrait aussi parler de la Russie, de l'Iran, qui actuellement sont en sous-main par rapport aux actions du Hamas, avec les catastrophes que nous avons connues le 7 octobre 2023, avec les prises d'otages que l'on connaît. Et puis, que dire du soutien des États-Unis à un régime d'extrême droite en Israël qui est en partie responsable de la catastrophe actuelle de la Palestine. Dès lors, au-delà de tous ces exemples, et plutôt que d'en rester à ces constats de recul de la démocratie dans une grande partie du monde, nous devons alors impérativement nous interroger sur le sens fondamental de l'effondrement de la démocratie. Faut-il parler d'une crise de la démocratie en soi? Ou bien la démocratie met-elle réellement en danger toutes les formes de dictature, avec les valeurs qu'elle promeut? Posons-nous cette question. J'en arrive donc à cette question. La démocratie, en réalité, est rongée par une crise anthropologique. Qu'est-ce que je veux dire? Si l'on retient ici la thèse de Marcel Gauchet, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est un historien, un sociologue et un philosophe français, qui avait déjà énoncé cette thèse dans un livre fameux paru en 1985, intitulé « Le désenchantement du monde », thèse que l'on retrouve périodiquement dans ses articles et dans ses prises de position. Pour lui, les démocraties connaîtraient aujourd'hui, pour la deuxième fois de leur histoire, une crise de croissance. Alors, la première crise de croissance que les démocraties auraient connue avait eu lieu après la Première Guerre mondiale. En effet, après la Première Guerre mondiale, le suffrage universel s'était développé un peu partout, avec des régimes parlementaires, mais très vite, ces régimes se sont avérés tout à fait décevants, et du coup, ils n'ont pas su répondre, ces régimes parlementaires, à une crise qui se développait de plus en plus à l'époque, dans l'antagonisme des classes sociales entre les classes dominantes et les classes dominées. Et la conséquence de cette crise est bien connue, ce fut l'avènement des totalitarismes dans les années 1930, avec la montée du communisme, la montée du fascisme, la montée du nazisme. Mais après 1945, les démocraties libérales, en menant des réformes profondes, tant au plan politique, administratif que social, étaient parvenus à surmonter cette première crise. Or, malgré les similitudes que l'on pourrait penser avec cette période des années 1930, la crise que les démocraties connaissent aujourd'hui résulterait d'un deuxième phénomène, c'est-à-dire l'approfondissement du libéralisme, qui s'exprimerait par un individualisme de masse et par le triomphe des droits de l'homme, confondus constamment avec les droits des individus. C'est là la critique de Marcel Gauchet. Donc désormais, selon Marcel Gauchet, la souveraineté de l'individu aurait supplanté la souveraineté du peuple. Il y aurait une sorte d'évidement et même d'autodestruction douce de la démocratie. Et
l'universalisme de la démocratie l'aurait conduit à vouloir se dissocier de tout cadre historique, politique, lui aurait fait perdre son sens. La démocratie aurait ainsi fait passer au premier plan l'exercice des droits individuels, jusqu'au point de confondre l'idée de démocratie avec celle des droits exclusifs de l'individu. Et l'idée de démocratie aurait fait alors oublier l'exigence de maîtrise collective qu'elle devait compléter. Finalement, cette nouvelle crise de la démocratie correspondrait à une accélération du processus de sortie des grandes idéologies, et notamment des grandes idéologies de la religion. Selon Marcel Gauchet, sortie de l'idéologie de la religion avec l'effondrement du christianisme, mais aussi sortie de l'idéologie de la religion avec l'effondrement du communisme. Cette thèse de Marcel Gauchet, d'ailleurs, fait écho à celle que ne cesse de ressasser un peu partout l'autre philosophe français, Luc Ferry, si vous l'écoutez notamment sur la chaîne LCI. Voilà. Alors, si l'on devait reprendre cette thèse de Marcel Gauchet, il y a bien, en effet, un problème avec l'individualisme qui se confond avec l'idée de démocratie. Ça, c'est indéniable, car pour le dire autrement, la démocratie ne devrait pas, en principe, se passer de l'idée de bien commun. Or, l'affirmation du bien commun revient à limiter les droits de l'individu que l'on confond allègrement avec les droits de l'homme. De sorte que nous assistons dans nos sociétés démocratiques d'Occident à une sorte d'antagonisme entre la revendication des droits individuels et la remise en cause de tout ce qui touche au collectif, même si chacun avance des arguments dont la revendication se voudrait une protection du collectif. Mais cela se fait toujours dans un prisme exclusif de quelques groupements d'individualité. On peut donc, à juste titre, parler d'un totalitarisme de l'individu qui place son droit au-dessus de toute notion d'appartenance à un corps collectif. Cette revendication de l'individu débouche malheureusement parfois sur une société de violence où le droit de chacun devient une revendication exclusive et une remise en cause de l'ordre social, quel qu'il soit, et qui se trouve, cet ordre social, comme fracturé dans ce qu'on peut appeler des communautarismes. De ce point de vue, oui, je le dis, la thèse de Marcel Gauchet est tout à fait pertinente. En revanche, lorsqu'il explique, comme le fait Luc Ferry de son côté, qu'il y a une crise de la démocratie par la sortie de la religion, entendons la religion révélée du christianisme ou de la religion profane du communisme, que dire alors du retour de la religion de masse au travers de l'islam, qui s'affirme fortement dans plusieurs pays sur les clamants de cette confession de foi, mais aussi dans nos propres pays démocratiques, plus ou moins laïcs, et dont les traditions sont plutôt chrétiennes. Il me semble que la démocratie n'est donc pas liée à la sortie de la religion en tant que système de croyance, mais bien plus avec le triomphe de l'individu et l'effondrement des présupposés anthropologiques du personnalisme qui sont à la base de la démocratie et qui sont les racines philosophiques qui ont été propagées, c'est vrai, par le christianisme, valeurs que le christianisme avait lui-même puisées dans les valeurs de la Grèce antique. Ce sont ces valeurs-là qui sont en réalité remises en cause aujourd'hui. Celle de la liberté qui est fondamentale, celle de l'égalité qui l'est tout autant, celle du droit à la vie, celle du droit à la dignité, celle du droit au respect de la différence, celle du droit à la différence d'opinion, différence de croyances, etc. C'est ici que l'ouvrage de Nuccio me paraît intéressant sur les humanités qui sauveront la démocratie. En effet, il montre comment tout le mouvement qui a accompagné le capitalisme
et parallèlement le libéralisme, a été lié à une anthropologie de l'individu sous-tendue par la vision protestante de la notion du libre arbitre dans la détermination du statut de la vérité. Cette vision a toujours été en même temps contrebalancée depuis le XVIe siècle par un christianisme catholique qui mettait plus en avant la notion de magistère, donc celle d'une définition de la vérité à partir de l'affirmation d'un corps collectif déterminant les prérequis de la vérité. On pourrait citer par exemple, à cet effet, le capitalisme rénant, qui a été pendant plusieurs années une sorte de compromis entre ces deux approches anthropologiques de la vérité. L'importance de l'individu dans son être en soi et l'importance de la personne en tant qu'appartenant à un corps social. Ici, je vous citerai d'ailleurs un livre qui a été tout à fait intéressant de ce point de vue. C'est le livre de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, qui est paru dans les années 90, mais qui, de mon sens, n'a pas vieilli. Dès lors, on peut dire que la démocratie s'est construite sur ces deux genres, droit de l'individu et droit collectif, évoqués dans les corps intermédiaires. Alors, en sortant de la religion, on a déconfessionnalisé tout cela par ce qu'on a appelé la sécularisation, mais ces deux conceptions de la vérité ont été dans les fondements de la démocratie. Alors, avec les fondements de la culture véhiculée par le christianisme, catholique romain d'un côté, protestant de l'autre, eh bien, on a vu peu à peu tout le sens des droits de l'homme vidé de leur réalité. Car il n'y avait plus l'évocation d'une transcendance, et l'individu s'est alors pensé, sans lien avec le bien commun, dans une sorte d'égoïsme effréné au détriment du collectif, puisque la société étant sécularisée, sa définition des droits de l'homme n'était qu'une affirmation totalitaire de l'individu. Or, comment honorer la liberté de chaque personne si cette liberté n'est pas respectée dans les droits fondamentaux de l'ensemble des peuples? C'est pourquoi la démocratie est entrée dans une crise dans ses racines anthropologiques. Elle est plus une société libérale de l'individu qu'une communauté en quête de bien commun. Et les effets, nous ne pouvons que les constater, au travers, par exemple, de la question dramatique de l'écologie. Le bien commun aurait voulu que nos sociétés démocratiques pensent la temporalité en fonction des générations futures, de ce que nous allons leur léguer, au lieu de quoi la temporalité à courte vue, en termes d'immédiateté, a d'abord valorisé l'intérêt individuel immédiat de chacun, en délaissant le bien commun des générations futures, des générations arrivées. Mais le comble, c'est que les sociétés anocratiques qui se profilent un peu partout, en Inde, en Chine, au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud, etc., tout en contestant les valeurs de l'Occident, se bâtissent sur ce même régime anthropologique de l'individu. Alors certes, leurs déclinaisons se font dans le cadre de non-respect absolu des droits de l'individu, mais le capitalisme auquel ces pays se réfèrent pour développer économiquement leur propre société relève pourtant de cette même vision de l'individu. Sans doute au seul profit de quelques individualités, et pour manipuler les masses, et en faire donc des homo economicus, mais dans les fondements, on retrouve la même chose. C'est en cela que la crise de la démocratie n'est pas seulement le fruit de la sortie de la religion en tant que système de croyance, mais elle est bien plus liée à la perte de la culture du christianisme, qui a été vecteur de valeurs qui dépassaient le christianisme, qui appartenait à toute l'Europe, qui avait lui-même, christianisme, puisé ses valeurs dans d'autres cultures qui étaient propres à l'Europe, valeurs que l'on peut traduire par la liberté, par l'émancipation des êtres, par les droits fondamentaux de la personne humaine, etc.
Et bien sûr, valeurs qui nous ramènent aussi à la Grèce antique. Le débat qui s'est fait jour sur le statut de la vérité dans l'horizon de la crise de la réforme protestante au XVIe siècle est en réalité la question essentielle qui posait l'exigence d'un individu qui doit se penser par lui-même en termes de liberté, d'émancipation, du droit au bonheur, ce que le protestantisme a heureusement propagé. Mais qui doit aussi demeurer dans une dialectique avec un corps social émaillé de corps intermédiaires, ce que un certain catholicisme a voulu rappeler, mais de façon dévoyée, pour ne chercher qu'à appuyer l'autorité de sa propre Église, malheureusement. Alors, au-delà d'un débat ecclésiologique que je ne veux pas avoir ici, la vraie question est bien celle du libre arbitre dont chaque individu doit être le sujet, mais dans un souci d'harmonie avec le bien commun. D'où l'importance de ne pas édulcorer le rapport à un transcendant qui appelle alors à une responsabilité. Or, nous ne pouvons que le constater. La déclinaison actuelle des droits de l'homme devient un catalogue de revendications d'individus, ce qui promeut des communautarismes. Droit des homosexuels, droit des femmes, droit des gens de couleur, droit des transgenres, droit des étrangers, et je pourrais encore allonger la liste. Et face à cela, les sociétés anocratiques parlent alors de décadence à propos de l'Occident, en dénonçant nos sociétés comme féminisées, comme homosexuelles, en les méprisant comme faibles, et revendiquent de la sorte l'idéal de la nation. Ce sont d'ailleurs là les mêmes arguments, vous l'aurez remarqué, qui sont repris par tous les extrémistes dans nos propres pays démocratiques qui se présentent comme des nationalistes de droite comme de gauche. Mais le nationalisme ne peut en aucun cas régler cette épineuse question de l'articulation à maîtriser entre le libre arbitre de l'individu et l'intérêt général à rechercher dans le bien commun pour faire valoir le principe de liberté, pour faire valoir le principe de l'émancipation des personnes, l'émancipation des peuples, ce qui résume grosso modo ce qu'on peut appeler les droits fondamentaux. La personne comme sujet doit demeurer au cœur de la vie démocratique, ce qui induit simultanément la question du collectif au travers du bien commun. Autrement dit, se trouve ainsi posée la dialectique des droits et des devoirs qui incombent à chacun, ce qui constitue une communauté de destin partagé. Alors, il y a là une crise de la démocratie qui devient un défi. Et oui, disons-le, et c'est mon nouveau point de réflexion, il y a un défi démocratique qui devient une question pour le christianisme. Mon propos de ce soir, vous l'aurez compris, n'a pas seulement pour objet de faire une étude de type géopolitique. Il vise surtout à nous interroger du point de vue de notre foi, puisque je m'adresse ici, je pense, à beaucoup de chrétiens, qu'ils soient catholiques romains, catholiques orthodoxes, protestants, peu importe. Aussi, quand je lis ces quelques lignes d'Enzo Di Nuccio, dans ce livre que je vous citais, où il fait un parallèle entre la philosophie et la démocratie. Il écrit ceci: de même que la philosophie est incompatible avec les dogmes et se fonde plutôt sur la discussion critique permettant de rechercher des vérités révisables, de même, la démocratie est incompatible avec le mythe de la perfection et se fonde plutôt sur le principe de la perfectibilité. Elle renonce au programme de créer une société parfaite et lui substitue celui de réduire progressivement les misères. Je pense qu'à cela, on peut tous souscrire. Eh bien, dans cet horizon, j'ai envie à mon tour de faire un parallèle entre la démocratie et la théologie chrétienne. Et
quand je dis la théologie chrétienne ici, ne soyez pas effrayés, c'est avec tous les climats catholiques, orthodoxes, protestants. En effet, si la démocratie ne vise pas une société parfaite, mais cherche à réduire les misères, la théologie chrétienne n'est pas, elle non plus, fondée sur le mythe d'une perfection à atteindre. La perspective de la résurrection du Christ, que nous allons bientôt célébrer, intègre la réalité de la souffrance et de la mort, autrement dit de la finitude. Dès lors, on ne se situe pas dans l'horizon d'un monde de plénitude ou de perfection absolue, mais on prend en acte de l'incomplétude, de l'inaccompli du réel, ce qui rejoint le fameux mythe de la création, qui n'est pas un absolu ou un achèvement. La création reste inachevée, avec le mythe de la désobéissance de l'homme ayant mangé le fruit interdit afin d'arracher la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, la quête de l'homme à se prétendre Dieu aboutit ainsi à la conscience de son propre inachèvement et de sa propre finitude. Donc la théologie chrétienne, présentant ce mythe de la chute originelle, n'a pas pour but de chercher une perfection, mais d'avancer peu à peu vers un meilleur accomplissement, en éclairant la conscience du croyant et en lui ouvrant la possibilité de se transformer. Les orthodoxes diront de se déifier par la pratique de la vertu théologale de l'amour. De ce point de vue, le parallèle à faire entre la visée de la démocratie et celle de la théologie chrétienne, il me semble qu'il se trouve comme résumé dans ce que l'on nomme les béatitudes. Là, vous connaissez ce texte de Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et dans la détresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Si on se rappelle que selon la proposition de l'exégète Chouraki, ce vocable d'heureux, à partir de l'araméen, on peut le traduire par en marche, on comprend dès lors qu'il ne s'agit pas d'entrer pour la théologie chrétienne dans une sorte de béatitude passive, je suis heureux, comme si j'étais dans une contemplation. Il s'agit d'un agir, d'un travail, pour passer d'un ordre ancien à un ordre nouveau. L'ordre ancien, c'est la prétention humaine à la toute-puissance, contraire aux pauvres de cœur. C'est la terreur par la violence pour se partager la terre. C'est la méchanceté en provoquant les pleurs pour faire régner la loi des plus forts, regardez Gaza. C'est la dureté de cœur, empêchant le pardon par le déploiement de l'orgueil. C'est la perversion conduisant à la perte de la pureté, où l'on confond l'esthétique plastique avec la beauté du divin, c'est-à-dire le sens ultime du vivant. C'est être en état de guerre et non de paix, en perdant la dimension ontologique de fils de Dieu. Entendons donc d'être relié à la source. C'est la promotion de l'injustice, éradiquant en cela le royaume des cieux. Autrement dit, l'horizon de ce qu'on peut appeler le devenir du bien commun, c'est la peur de la persécution en se déjugeant, quitte à perdre son identité de fils de la vie, et je pourrais en dire encore comme cela longtemps. Et de sorte que, vous l'entendez, l'ordre ancien dit en creux le sens de l'ordre nouveau, notamment dans l'accomplissement qui n'est pas un état, mais un chemin, une marche, la marche vers la pauvreté. Entendons le renoncement à l'illusion de la toute-puissance, la marche vers la douceur pour partager la terre.
la marche vers la bienveillance pour éviter la haine, la marche vers le désir de justice pour viser une certaine rectitude, la marche vers le pardon pour œuvrer à une société de réconciliation, la marche vers la transparence dans les relations, ce qu'on pourrait appeler la fameuse pureté, la marche vers la paix qui promeut la justice, pour laquelle il s'agit d'en devenir des acteurs, des persécutés, etc. Et tous ces aspects ne sont pas à entendre comme des vœux pieux d'un ordre religieux. Ce sont en réalité des harmonies d'une dynamique, d'un cheminement qui doit nous mettre en résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, c'est-à-dire dans une capacité à toujours rebondir, ce que suppose, au passage, le mystère pascal de la mort et de la résurrection qui est au cœur de la foi chrétienne. Ainsi, l'anthropologie que décline le christianisme dans sa théologie déploie des droits de l'homme qui rejoignent davantage la notion de personne plutôt que celle d'individu, ou en tout cas, s'il s'agit de l'individu, c'est dans le sens de son individuation, comme le dit Jung. Et donc, ce n'est pas l'être isolé, l'être totalisant, l'être totalitaire. En revanche, il s'agit de la personne, ce qui relève davantage de l'être de relation, de communion, de responsabilité. C'est cela le défi que porte la visée anthropologique du christianisme, et c'est à ce niveau que nous rejoignons le sens profond de la démocratie, où il ne s'agit plus alors d'une loi, d'une majorité contre une minorité, mais bien plus celle d'une responsabilité de chacun au service du bien commun. C'est dire que l'évocation de la personne, comme le fait le christianisme, permet à la fois de rejoindre la singularité intrinsèque de chacun, tout en inscrivant l'être dans une communion de relations d'où va émerger la responsabilité et la prise en compte du collectif dans le bien commun. En tout cas, le chrétien regardant l'autre comme le prochain habité par le Christ, eh bien, ce qu'on appelle la dimension immanente de Dieu, il est absolument nécessaire de vivre cette relation en termes de responsabilité. Et donc, on peut dire que dans la théologie, on trouve cette expression comme symbolisée dans ce qu'on appelle le symbole trinitaire. C'est un peu, on pourrait dire, le mythe fondateur de la démocratie pour les chrétiens. Alors, lorsqu'on évoque les mystères chrétiens du point de vue théologique, on parle en réalité de quelque chose qui est encore voilé à nos yeux et qui demande de se déployer. Alors, dans les mystères chrétiens, ce ne sont pas des abstractions éthérées, mais ce sont des réalités qui nous font toucher à ce que saint Paul appelait l'homme nouveau. Vous vous rappelez dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 17 et du verset 20 à 27, saint Paul a parlé de l'homme nouveau. Eh bien, le christianisme veut mettre en œuvre l'homme nouveau, l'humanité nouvelle. C'est dire que la théologie chrétienne ne vise pas une croyance, simplement, mais elle développe une foi dans le ressuscité qui promeut une éthique de vie, tant sur un plan personnel que collectif. Et c'est ici que le mystère trinitaire éclaire d'une façon tout à fait intéressante l'anthropologie qui sous-tend notre foi, mais qui peut sous-tendre aussi la démocratie. Si je reprends la théologie joannique, vous savez, Saint Jean qui dit Jésus est l'envoyé du Père. Donc la relation à l'homme Jésus permet la rencontre avec l'indisciple d'un Père. Ceci me paraît tout à fait intéressant parce que ça rejoint la philosophie de quelqu'un que je cite souvent à Sanary, ils en ont pas reçu la tête de m'entendre parler de lui. Ce philosophe, c'est Emmanuel Lévinas. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe juif, qui a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle Totalité et Infini. Et Emmanuel Lévinas dit que l'épiphanie du visage d'autrui me renvoie à ma propre responsabilité, car lorsque je vois le visage d'autrui, je vois celui qui m'interroge
Et celui qui m'interroge, ce n'est pas ce vis-à-vis, mais c'est cette source que l'on appelle aussi le Père. Par conséquent, entendons que par le mystère de la Trinité, nous affirmons la nécessité absolue d'une personne qui se met en relation. Et donc, par analogie, on comprend que le christianisme, parlant de l'homme nouveau, évoque la capacité à la relation. Pour trouver sa propre identité, l'homme doit entrer dans ce processus de relation, d'autreté, d'altérité. De ce point de vue, donc, l'anthropologie chrétienne nous met dans un questionnement inouï, et ce questionnement se fonde autour de ce qui est derrière moi, la croix. Mais la croix qui n'est pas un symbole mortifère, la croix qui est la mise à mort de l'être totalitaire quand l'individu ne veut se penser que par lui-même, au détriment d'un collectif. Oui, de ce point de vue, donc, on pourrait dire que l'anthropologie chrétienne, c'est une belle utopie. C'est un truc irréalisable. Mais alors là, je dirais que oui, mais c'est l'esprit de l'utopie tel qu'un auteur, Ernst Bloch, en parlait, c'est-à-dire ce qui n'a pas tout à fait encore lieu, mais qui pourrait un jour avoir lieu et qui nous met donc en exigence de dépassement, de marcher vers. Oui, de ce point de vue, on peut dire que le christianisme vient tuer l'homme totalitaire en nous pour faire advenir un homme nouveau. Et cet homme nouveau doit passer par la mise en relation avec son vis-à-vis, avec son prochain. Alors là, vous pourrez me dire, oui, vous êtes bien gentil, mais il y a une sacrée faillite démocratique de la religion chrétienne. Et vous auriez raison de me le dire, parce que pour aller très très vite, on peut dire qu'à partir du IVe siècle, avec la conversion de Constantin, on a abouti à ce qu'on a appelé le césaropapisme, c'est-à-dire à la confusion du politique et du religieux, ce que dénonçait Jésus en son époque quand il disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Rappelez-vous, c'est un Luc, chapitre 20, verset 25. Donc, on peut dire qu'à partir de Constantin, ce qui arrive, c'est le triomphe du système religieux. Mais celui-là même que Jésus avait combattu face au monde du Sanhédrin à son époque, et qu'il avait condamné en acceptant de mourir sur la croix. Entendons ceci, la religion en termes de système de croyance n'a pas pour but d'émanciper la personne dans le sens de la démocratie, mais elle a pour but de l'enfermer dans une posture de dominer dans une société d'ordre, tant sur un plan politique que religieux. Et c'est là que la religion en tant que système de croyance devient l'antithèse de l'Évangile. C'est ce que l'on a trouvé dans le massacre des Cathares. C'est ce que l'on a trouvé, que l'on a déclaré comme hérétique, bien sûr, c'est ce que l'on a trouvé aussi dans les agissements de la Sainte Inquisition. Et au nom de Dieu, on disposait alors de la vie, on disposait de la vérité aussi. Rappelez-vous aussi Galilée, qui a dû se déjuger au XVIIe siècle, quand il prouvait que la Terre n'était pas le centre de l'univers. C'est de là aussi que va s'organiser le pouvoir royal absolu de droit divin, en France notamment. Et quand ce pouvoir de la religion va commencer à être remis en cause par des peuples, alors on va voir surgir l'affirmation du dogme de l'infaillibilité du pape, de l'infaillibilité de l'Église. Cette Église cherchant comme religion à garder le pouvoir temporel. Bref, la chrétienté est devenue un système de croyance, d'opposition à toute idée d'émancipation, et c'est dans cette logique qu'elle s'est opposée à toute idée de démocratie au cours du XIXe siècle en Europe, alors que le christianisme, dans ses fondements, héritier des paroles du Christ, et plongé dans le bain culturel de l'hellénisme avec les pensées d'Aristote, de Platon, aurait dû conduire sur un plan séculier à l'élaboration de la revendication des droits de l'homme. Non pas des droits individuels, mais des droits de l'homme dans l'horizon de cet homme nouveau dont parlait saint Paul. En ce sens, on comprend que la théologie chrétienne,
porter dans ses racines l'émancipation de la personne, ce qui rejoint la visée de la démocratie sur un plan profane. En revanche, la religion chrétienne en tant que système de croyance, eh bien, elle a abouti à placer la chrétienté du côté de ce que je qualifie aujourd'hui de société anocratique. Et c'est pourquoi le lien entre le sabre et le goupillon a si bien fonctionné par notre siècle. C'est pourquoi aussi des églises se sont comportées comme toutes les religions, c'est-à-dire comme des systèmes de pouvoir temporels, agissant au service de la minorité des plus forts au détriment des plus petits, tous ceux, en réalité, que le Christ interpellait dans son ministère public. C'est pourquoi, enfin, on a pu mesurer la distorsion qui a souvent existé entre les paroles du Christ dans les évangiles et la pratique des églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou protestantes. C'est ainsi qu'en 14-18, par exemple, les Français et les Allemands, partant à la guerre, se faisaient bénir au nom du même Christ pour tuer des hommes et de surcroît pour s'entretuer entre chrétiens. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui le patriarche orthodoxe de Russie bénit les canons qui vont massacrer d'autres chrétiens orthodoxes en Ukraine. Dans ces pratiques, la religion est un système de croyance qui prend le pas sur les valeurs évangéliques pour n'être qu'une institution humaine de type temporel. Et c'est en cela que si la pensée évangélique a conduit à l'élaboration de l'émancipation de l'homme, les institutions religieuses en tant que système ont contribué à l'asservissement de l'homme. Et c'est de cette ambiguïté-là que nous devons sortir. Pour cela, il ne faut plus confondre nos églises avec des systèmes de religion. C'est pour cela que les églises doivent renouer avec les principes évangéliques fondamentaux. Ce sont ceux-là qui sont à la base de ce que sur un plan profane on peut bâtir en termes de démocratie. Et je vais en terminer par là, parce que je sais que je dois vous laisser parler, je suis peut-être trop long. Quels sont les principes fondamentaux communs entre le christianisme et la démocratie? Eh bien, ces principes, je les déclinerai autour de trois. Il y a le principe de subsidiarité, il y a le principe de solidarité, et il y a le principe du bien commun. Si je reprends ici cette citation biblique, vous savez, le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27, qui nous parle de l'homme, image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Cela revient à dire que chaque personne porte en elle l'image de Dieu, c'est-à-dire que chaque personne est unique et porte en elle une responsabilité particulière, mais en assumant la pluralité, ils sont deux. Et en assumant l'altérité, ils sont hommes, femmes. Autrement dit, il s'agit d'une socialité, d'une relation à l'autre, qui ne s'agit pas d'entendre seulement dans une différenciation sexuelle. Mais ce sont toutes les formes de différenciation dont il est question. Et donc de là découlent les principes de subsidiarité, de solidarité et de bien commun. Alors parler de principe de subsidiarité, cela revient à dénoncer les sociétés de l'assistanat. Cela revient à dire que toute personne doit être rendue responsable et doit donc assumer un champ de compétences. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui doivent suivre. Nous avons tous un champ de compétences. Et donc la subsidiarité, cela revient à dire qu'à un moment donné, je vais peut-être déléguer mon pouvoir à d'autres, mais avant de le déléguer, je dois assumer ce qui me revient dans mon propre champ de compétences. Et donc là, la question qui se pose à chacun de nous, où sommes-nous comme citoyens de la société? Comment agissons-nous? Sommes-nous acteurs ou pas? Je ne peux pas simplement dire c'est la faute du président, c'est la faute du député, c'est la faute du maire, c'est la faute de Truche-Muche. Quelle est ma responsabilité? Ensuite, le principe de solidarité, bien sûr, c'est que à partir du moment où j'ai cette conscience que ce qui me touche l'autre, je ne peux pas faire sans l'autre. Donc ce n'est pas un assistanat,
mais c'est vraiment un engagement les uns par les autres, les uns avec les uns pour les autres. Et bien sûr, tout ceci alors nous amène à ce qu'on peut appeler le bien commun. Le bien commun, c'est-à-dire nous appartenons à une réalité collective. Une réalité collective dans un pays, dans une commune, mais aussi dans une grande région comme l'Europe, etc. Et donc, comment allons-nous travailler au service aussi de ce bien commun-là? Et plutôt que de dire c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de la France, c'est la faute de... Comment allons-nous faire vivre cette réalité? Et ça, je vous dis, mes amis, c'est très important. Et cet étagement donc de ce principe de subsidiarité qui vient nous interroger dans nos singularités, plutôt que de parler d'individualité, mais nos singularités, ce principe de solidarité, nous sommes engagés les uns avec les autres, principe de bien commun au service d'une réalité. Et le bien commun, vous voyez, c'est pas simplement je me bats pour la France ou je me bats pour l'Europe, mais le bien commun, c'est de dire aussi comment nous pensons l'avenir. Comment nous pensons l'avenir de nos enfants. Parce que nous, ici, tous rassemblés, nous avons, pour la plupart, été héritiers de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a fallu qu'on fasse avec les accords de Yalta et toutes ces bêtises. Et on a souffert de cette fracturation du monde. Eh bien, aujourd'hui, qu'allons-nous léguer aux générations futures? Et le bien commun, c'est aussi cela. Et donc, pour finir, parce que j'ai dépassé l'heure qui m'était impartie, on peut aisément affirmer que le Christ, dans notre foi, nous place plutôt du côté des valeurs véhiculées par la démocratie. Nous devrions en avoir la conscience, le courage, pour affirmer que la démocratie est l'expression profane, sécularisée, de ce que l'on peut proclamer au plan religieux en parlant de l'homme nouveau de saint Paul ou de l'homme vivant, comme le faisait le grand saint Irénée au IIe siècle. Et ne pas oublier non plus que cette proclamation-là, nous devons la vivre dans un phénomène d'exode. Alors, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, l'exode est un thème majeur. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous figer dans une conception de la société, mais nous sommes toujours en mouvement vers un autre monde, vers autre chose. Et donc, l'idée de démocratie doit nous mettre aussi dans l'idée que ce monde est à faire, est à parfaire, et donc, on pourrait dire que l'inaccompli de la création nous ramène aussi à l'inaccompli d'une démocratie qui est toujours à faire et ce n'est jamais acquis. Et donc, si c'est jamais acquis, nous ne devons pas avoir peur de nous dire aujourd'hui la démocratie est en crise, mais ce n'est pas parce qu'elle est en crise qu'elle n'a plus de valeur. Au contraire, quelles sont ces valeurs et comment nous sommes prêts à les défendre. En tout cas, c'est ce qui me paraît essentiel si nous voulons être fidèles à notre foi. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse auprès de vous, j'étais un peu long. Moi, je pose des questions pour voir s'il y a des questions, parce qu'il y en a sûrement. Oui. Bonsoir. Vous avez cité Lévinas, vous avez également traduit ce que dit Derrida. Derrida dit « Être démocrate, ce serait agir en reconnaissant que nous ne vivons jamais dans une société assez démocratique. » En fait, on doit aller en avant. On marche, c'est en avant, notre traduction. Oui, merci de citer Derrida. Et Derrida qui a beaucoup travaillé sur le thème de la déconstruction. Le thème de la déconstruction, autrement dit, ne pas se faire piéger par les systèmes, les idéologies qui nous enferment, mais être toujours dans cette idée
d'un autre monde possible. Donc, oui, merci pour cette citation, elle est tout à fait intéressante. Ce qui m'a intéressé, c'est votre développement sur la théologie chrétienne et sur l'opposition que vous avez bien montrée entre la profondeur de l'Évangile et la réalité des églises, quelles qu'elles soient, dans leur pratique. Vous avez montré aussi la nécessité de revenir au sens profond de l'Évangile. Ça va vraiment me toucher et m'intéresser. Par contre, je ferai quelques remarques, si vous me le permettez. C'est que quand on étudie l'histoire, ce qui est terrible, c'est de constater que, hélas, ce sont souvent des régimes démocratiques qui ont ouvert la voie à des pensées et à des pratiques catastrophiques. Le nazisme n'arrive pas comme ça. Il tombe pas du ciel. Il arrive après l'écrasement du mouvement social allemand, du mouvement spartakiste. Le fascisme en Italie, avec Mussolini également. Ce sont des régimes comme Nitti, Giolitti, qui pourtant étaient de gauche, qui vont ouvrir la voie au fascisme italien. En Espagne, c'est la même chose. Donc, personnellement, je me suis toujours posé cette question par rapport justement à la démocratie et au concept de démocratie. Nous ne devons pas éluder ça. C'est une réalité tragique de l'histoire du XXe siècle. Aujourd'hui, vous l'avez bien montré, c'est vrai qu'il y a des régimes, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine et ailleurs, en Argentine, qui aujourd'hui nous préparent des lendemains plus qu'inquiétants. La guerre est au cœur de l'Europe, c'est vrai. Toutes ces questions montrent que justement, et vous l'avez montré aussi, que la démocratie est en crise profonde. Alors que faire? Que faire? C'est la grande question. En tant que chrétien, vous avez montré que le chrétien a, c'est vrai, un rôle à jouer dans le monde d'aujourd'hui. Il a une parole, c'est vrai, mais même l'athée, je pense que dans l'athéisme, moi je distingue toujours, c'est ce que je dis à ma femme, l'athée qui intègre toute l'histoire du christianisme et qui ne la rejette pas, et l'athée qui ignore tout de la pensée christique, ignore tout. Ça aussi c'est une question. Voilà, c'est rapidement quelques remarques, il y aurait beaucoup à dire. Par contre, au niveau historique, vous avez, ça m'a un peu interpellé, vous avez dit que le communisme en 1930, en tant qu'historien, je pense qu'il n'y a plus de communisme depuis longtemps, et puis il n'y en a peut-être jamais eu, parce qu'en 1930, le monde, le peuple russe est déjà littéralement écrasé. Dès fin 1923, on peut absolument pas parler même d'illusion de communisme. Par contre, il y a un point qui m'a interpellé chez les chrétiens, c'est quand vous avez montré que c'est en mouvement, vous avez employé l'idée de mouvement. Oui, justement, l'histoire, c'est le mouvement réel de l'histoire.
l'histoire. C'est le mouvement réel qui fait avancer l'histoire et qui donnera ce que, en tant que chrétien, vous avez appelé l'homme nouveau. Voilà très vite, quelques petites remarques, toutes simples. Merci. Je vous remercie pour la profondeur de vos petites remarques. Parce qu'en fait, elles sont fondamentales. Alors, quand vous distinguez l'athée qui ne rejette pas le christianisme comme on pourrait dire pensée, et puis l'athée qui l'ignore totalement, ça me fait penser au philosophe français André Comte-Sponville, qui a écrit un livre fameux qui s'appelle L'esprit de l'athéisme, et qui montre que tout en étant athée, on a des valeurs, bien sûr, et on a des valeurs sur lesquelles on peut se retrouver. Moi, je pense que de toute façon, si je prends un autre exemple, celui de la laïcité, qui est souvent un thème qui est porté par le milieu de l'athéisme et des agnostiques, ce sont des valeurs qui ont quand même été promues par la pensée chrétienne, mais laquelle pensée ensuite a oublié ses fondements. Et ça a été récupéré ensuite, petit à petit, dans une pensée profane. Et puisque vous êtes historien, vous savez, donc ce qu'on a appelé les Lumières, ça ne vient pas de rien, mais ça vient de tout ce processus-là. Il y a bien sûr la Grèce antique, mais après il y a aussi le christianisme qui a puisé dans cette Grèce antique, parce qu'on oublie souvent qu'on est aussi porteur de la culture helléniste, et en même temps donc de la pensée hébraïque. Donc je suis tout à fait d'accord quand vous faites cette distinction entre les deux types d'athéisme. Après, comment s'interroger sur le fait qu'effectivement des catastrophes comme le nazisme, le communisme, le fascisme viennent donc des démocraties. Justement, je crois que le problème, il est peut-être inhérent à ce qui est la personne humaine, dans le sens où la personne, avant de se... parce que ça demande vraiment un travail sur soi, mais avant de se mettre en état de conscience, la personne a besoin de se sécuriser. Et je crois que le phénomène des systèmes de croyances ou des idéologies, ce sont des systèmes qui apparaissent comme des sécurités parce que tout à coup, on pense avoir une réponse. Qu'est-ce qui se passe dans les années 30 ? Oui, vous avez raison, il y a cette crise des Spartakistes en Allemagne. Mais au-delà de ça, il y a eu quand même cette guerre immonde de 14-18. Et c'est ça qui a mis à genoux et l'Allemagne, et la France, et l'ensemble de l'Europe d'ailleurs. Mais si on regarde plus loin, puisque vous êtes historien, vous savez aussi que cette guerre de 14-18, elle est quand même dans le droit fil aussi de 1870, avec Bismarck, etc. Et puis si on va encore plus loin, on voit aussi que ce qui s'est passé là, c'était un peu lié aussi au congrès de Vienne de 1815. Et donc, dans tout ce phénomène-là, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une quête d'émancipation de certaines minorités, mais la majorité attend quand même des réponses toutes faites et donc des sécurités. C'est là qu'émergent les systèmes qu'on appelle des idéologies, qu'ils soient religieux, qu'ils soient non religieux, profanes, on va dire. Et ce sont ces catastrophes-là qui finalement arrivent encore aujourd'hui. Et à mon sens, ce qui a été aussi une grande illusion, c'est de croire que nous pouvions donner le change à travers une société de consumérisme et une société de la facilité par la consommation et par ce qu'on a appelé pudiquement donc le libéralisme et le capitalisme. Donc aujourd'hui, on a cette espèce de croisement de divers facteurs de crise qui font que les idéologies sont écroulées, mais en réalité, il y a d'autres idéologies qui renaissent et
c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marcel Gaucher, on n'est pas sorti du système de la religion. Il y a d'autres formes de religion qui naissent. Et quand je dis ça, je ne pense pas qu'à l'islam, je pense par exemple à ce qui se passe aux États-Unis avec les évangélistes. C'est une catastrophe. Et ce sont eux qui font réélire, je pense, en partie Donald Trump. Voilà. Donc, oui, ce qui est très étonnant, c'est que la démocratie promeut à la fois une exigence d'émancipation, mais laisse de côté des masses entières qui finalement se précipitent devant le premier dictateur venu. Et c'est une question, comment on met en responsabilité l'ensemble. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur ce principe de subsidiarité, de solidarité. Si on ne pense que à la solidarité, pour moi c'est catastrophique. Quand j'entends un certain parti en France ne parler que de droit, d'accord, mais la responsabilité de chacun. Et c'est de l'ordre de l'éducation de la personne. Sinon, ces personnes qui n'ont pas été éduquées à la responsabilité vont s'en remettre à un nouveau sauveur. Et là, on va aboutir encore à des catastrophes. Mais je vous remercie beaucoup là, pour toutes vos remarques. Et c'est vrai que dès qu'on parle de ces questions, on doit le faire à l'aune de l'histoire. L'histoire est très très importante, mais malheureusement, l'histoire ne sert pas non plus de référence absolue parce qu'on retrouve les mêmes catastrophes. Enfin, je peux parler trop longtemps, ça peut être que d'autres. Je voulais vous poser une petite question, parce que moi je trouve que ce qui m'a un peu gêné dans votre exposé, c'est que vous n'abordez pas les causes de la crise actuelle de la démocratie chez nous. Mais finalement, je ne veux pas poser cette question-là. Je voulais juste vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'agir, alors si on tient compte du principe de subsidiarité, on est peut-être agir. Et si on agit dans le monde actuel, quelle que soit notre action, est-ce qu'on doit le faire au nom de notre foi, c'est-à-dire en affichant notre couleur, ou en restant laïque? Parce que finalement, il me semble qu'un des biens fondés de la démocratie actuelle, c'est la tension qui existe entre le pouvoir politique, qui est laïque, et les religions, quelles qu'elles soient. Et finalement, il me semble, enfin, c'est mon point de vue, et je voulais vous poser la question, est-ce que vous partagez ce point de vue, qu'il est important d'agir en laïque, même si on est croyant? Oui, je vais vous répondre. J'ai évolué sur cette question. Pendant très longtemps, et quand je faisais cours à la Cato à Toulouse, c'est ce que j'exprimais, j'ai toujours dit que je croyais à la laïcité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire l'espace religieux doit rester un espace qui questionne la société. Et ensuite, les croyants doivent agir avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté dans l'espace public, selon leurs valeurs, mais sans pour autant afficher une foi quelconque. Voilà. Alors quelque part, j'y crois encore, mais ce qui me questionne beaucoup aujourd'hui, du moins ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'on appelle pudiquement alors l'espace public laïque, aujourd'hui, il est sans valeur. Et ça, pour moi, c'est vraiment préoccupant, c'est-à-dire que, honnêtement, aujourd'hui, la laïcité, c'est surtout de ne pas donner de référent. Alors, on va se battre pour, par exemple, les droits de l'homme. C'est formidable de se battre pour les droits de l'homme. Mais comment je vais fonder les droits de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire, les droits de l'homme? Sur quelle base je vais bâtir les droits de l'homme? Et là, il me semble qu'il y a un problème. Il y a un problème, et du coup, quand arrivent des
des jeunes qui aujourd'hui affirment leur foi comme les musulmans, eh bien la société dite laïque, elle n'arrive pas à répondre. Sa seule réponse, c'est l'interdit. Vous ne porterez pas la kippa pour les juifs, vous ne porterez pas la croix pour les chrétiens, vous ne porterez pas le foulard pour les musulmans, d'accord, en termes d'interdit. Mais qu'est-ce qu'elle propose en termes de valeur? Et là, pour moi, il y a une véritable fracture, et tant qu'on n'arrivera pas à déterminer de vraies valeurs au niveau de ce qu'on appelle la laïcité, on va avoir de plus en plus de revendications communautaires. Et donc, je ne sais plus comment répondre à cette question, si ce n'est que ce que je crois de moi. Parce que je pense que vraiment la laïcité, ça devrait être de faire travailler ensemble toutes les croyances, mais aussi toutes les non-croyances. Je pense aux francs-maçons, je pense à ceux qui se disent athées et qui ne sont pas nécessairement engagés dans telle ou telle communauté, etc., représentés par certains philosophes. Voilà. Comment travailler ensemble et pour vivre alors la communauté des destins qui est la nôtre. Parce qu'il y a une communauté de destin au niveau de la commune, une communauté de destin au niveau de la région, une communauté de destin au travers du pays. Voilà. Nous avons une communauté de destin. On n'est pas simplement aujourd'hui français parce qu'on habite en France, mais qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et donc là, il faut vraiment qu'on arrive à recréer un tissu de valeurs ensemble. Voilà. Pour ça, j'ai un problème. Et en disant ça, c'est pas du tout méprisant pour la laïcité, parce que je trouve par exemple que dans les débuts de la laïcité, on va dire après les années 1905, ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, il y avait vraiment une transmission de certaines valeurs. Aujourd'hui, je ne vois pas les valeurs. Voilà, moi ma question elle est là. C'est pas du tout pour dire qu'il faut qu'on ait une société confessionnelle, pas du tout. C'est pas ça que je veux. Mais comment les différentes confessions et les non-confessions peuvent œuvrer pour essayer de déterminer ce qui pourrait être commun à tous. C'est là où je suis triste devant la pauvreté de notre personnel politique qui ne pense qu'à des réélections, mais qui ne pense pas le fondement. C'est bien beau d'aller à Marseille et puis de dire voilà, on va remettre de l'ordre, c'est insupportable, la drogue, etc. Oui, mais s'il y a la drogue, s'il y a ces phénomènes de violence, etc., c'est parce qu'on a une jeunesse qui aujourd'hui est désœuvrée dans le sens où elle ne sait pas sur quoi s'appuyer. Et dans les cités, pourquoi les radicaux religieux de tout bord l'emportent, c'est parce qu'il y a une absence de discours. Voilà. Et puis alors, du point de vue chrétien, alors il faut que nous, on arrête aussi d'être dans la morale. Pour moi, la foi, c'est pas la morale, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. C'est une bonne nouvelle, me semble. J'aurais beaucoup à dire. Excusez-moi. Mais je suis désolé si je vous ai déçu dans le fait de ne pas avoir fouillé suffisamment les fondements. Et c'est vrai que c'est une question tellement immense. Voilà. Je voulais aussi parler un peu du point de vue chrétien. Moi, je déplore qu'il n'y ait pas de jeunes parmi nous qui défendent leurs valeurs aujourd'hui, tous ces jeunes engagés dans les mouvements humanitaires, dans les ONG, et dans le politique au quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Je suis un peu triste qu'il n'y ait pas une parole vis-à-vis de ces jeunes qui sont porteurs de valeurs. Alors, vous avez raison, il y a des jeunes qui sont... Vous avez raison à le dire, il y a des jeunes qui sont porteurs de valeurs au travers de l'humanitaire, au travers aussi du combat pour l'écologie, le souci du respect de la nature, mais reconnaissez avec moi que c'est très, très, très minoritaire. Ce sont quand même des jeunes souvent issus de milieux où on a la chance de pouvoir réfléchir.
la masse est laissée de côté. Et je pense que la grandeur d'une société qui se veut démocratique, c'est de travailler à l'éducation de la masse et pas simplement de laisser sur le bord quelques initiés qui vont penser à des choses intéressantes, mais ce seront que des initiés. Et là, nous avons vraiment une crise de la démocratie. Aujourd'hui, sciemment, alors là j'ai la structure, mais sciemment, je trouve que nous organisons une société de l'assistanat pour mettre des gens en dépendance par rapport à des prestations sociales et en faire une société de moutons qu'on va figer et qui ne peut plus être en capacité de dire le sens du bien commun. Moi, je trouve ça très très beau. Mais après, vous avez raison, bien sûr, il y a des jeunes qui se battent au niveau humanitaire, qui vont dans les pays où ça va, qui essayent de développer aussi toute cette réflexion sur l'écologie. Certains mettent en question ces bassines qu'on est en train de développer, etc. Voilà. Après, notre historien ici nous dirait aussi que l'histoire s'est toujours faite au travers de minorités qui ont secoué l'ensemble. Mais je crois que ce qui fait la grandeur d'une démocratie, c'est que le système démocratique devrait être là pour penser à l'ensemble et pas simplement à une minorité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas suffisamment le cas. Je ne parle pas que pour la France. Je ne sais plus où poser les yeux. Bon, moi j'ai une petite question beaucoup plus technique. Et je vous remercie de m'avoir fait apprendre du vocabulaire. Je ne connaissais pas le terme anocratique, bien que je connaisse l'étymologie grecque de ce mot. Alors, si vous pouviez répéter, peut-être que pour d'autres aussi, avant que je sois complètement idiote, répéter le sens de ce mot et par exemple donner comme exemple en quoi la Chine et l'Inde sont anocratiques. Alors, je le disais, donc, dans anocratie, vous avez an, donc le privatif, et kratos, donc le pouvoir par le peuple. Voilà. Et donc, si je reprends l'Inde ou la Chine, ce sont des pays qui apparemment s'appuient sur le pouvoir du peuple. En Inde, vous avez des élections. En Chine, le Parti communiste prétend agir au nom du peuple. Donc, on est dans cette espèce de récupération du pouvoir par le peuple. Mais en réalité, dans un privatif, parce que c'est pas pour le peuple, c'est pour priver le peuple du pouvoir. C'est pour cela qu'on est dans un entre-deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on reprend apparemment certaines idées ou valeurs de ce qu'on va retrouver dans la démocratie, mais en réalité pour complètement détourner le système de ses fondements. Alors que dans un régime totalitaire ou dans un régime que l'on pourrait qualifier de dictature, il n'y a même pas cette recherche de faux semblants. On pense par exemple à ce qui s'était passé avec la chute d'Allende en 1973 par Pinochet. Là, c'était vraiment le pouvoir de l'armée qui venait, soutenu par les Américains derrière, bien sûr, mais qui venait donc écraser le peuple. Voilà. C'est tout. Et regardez Poutine aussi. Poutine, on sait très bien, c'est un dictateur, mais il a quand même besoin de se doter d'une apparence de démocratie en disant que voilà, il est le représentant du peuple parce qu'il y a eu des élections, il est élu à 80%. Très bien. Voyez, donc pour le définir, l'anocratie, c'est un système entre deux. C'est un système entre deux. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, encore un grand